Et c'est vrai, la nouveauté de l'insurrection de la conscience. C'est vrai, je voudrais, et c'est une injustice de ne pas le dire, aucun des peuples déportés n'a accepté ces chaînes. Il y a eu des insurrections d'esclaves. 1858, La Havane était entre les mains des esclaves insurgés. 20 ans après, Palenque, le roi d'Espagne a dû négocier avec les esclaves insurgés qui ont pris Cartagena, le port principal pour l'exportation minière aujourd'hui en Colombie. Et tout ça, l'ouverture chez vous, un héros national que chaque enfant, etc. C'est évident. Je ne voulais pas dire, évidemment, qu'il y a eu silence pendant 500 ans, hein, et puis tout à coup maintenant, la conscience de l'identité, rupture, se dresse, résistance, renaissance mémorielle. Non, il a eu tout le temps, révolte, résistance, écrasé, mais ce qui est radicalement nouveau maintenant, c'est que les États constitués du Sud font un préalable de la réparation et de la repentance. Et je vais prendre, je ne sais pas si Christophe Collet est dans la salle, mon camarade. Voilà, je vais raconter l'histoire de l'Acta Brahimi. 2006, à New York, le soir, tard, on venait de présenter notre rapport à la troisième commission. On est allé à l'hôtel, et puis pour le Kennedy Airport, pour prendre l'avion. Et il y a un assistant du sous-secrétaire général des Nations Unies, 38e étage, de l'Acta Brahimi, qui m'attrape et qui me dit le sous-secrétaire général aimerait vous voir, etc., etc. Je monte au 38e étage. Et là, l'Acta Brahimi, qui est tout à fait extraordinaire, un des plus grands diplomates que j'ai croisé, ancien ministre des Affaires étrangères, et puis là, le numéro 3 des Nations Unies sur Kofi Annan, me dit, écoutez, je suis très ennuyé, je dois prendre l'avion pour Paris, Mansour Ben Barka, le fils de Mehdi Ben Barka, assassiné en octobre, il y a 20 ans, 65. En 65, c'était en 2005, excusez-moi, fait un colloque à Paris, il veut que je parle de Bandung. Puisque jeune étudiant, l'Acta Brahimi était envoyé par le FLN comme observateur à Bandung. Mais Bandung, est-ce que vos étudiants peuvent en parler de Bandung? Est-ce que vous savez encore quelque chose de Bandung, etc. Donc, de cette conférence où les non-alignés ont été, vous en a parlé, en 1955, à Java, sur l'île de Java, dans cette ville de Bandung. Je dis, mais Bandung, c'était en 55, on est en 2005, enfin, ça fait 50 ans, plus personne n'en parle, etc. Et Brahimi était très embêté, je ne savais pas très bien quoi dire au colloque Ben Barka à Paris. Septembre 2006, 14e conférence des non-alignés à La Havane, 117 chefs de gouvernement et chefs d'État sont présents. Et Raoul, parce qu'il était déjà malade, Raoul qui ouvre, lui-même est profondément, totalement étonné. Et depuis lors, résurrection des non-alignés, les non-alignés dominent chaque vote à l'Assemblée générale et parmi les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme. Ils sont formidablement organisés, Cuba est président, pour l'instant, formidablement organisés, conscience collective qui naît, et c'est la principale force, encore une fois, le Conseil des droits de l'homme. Vous pouvez aller, il siège maintenant. Hein? L'ambassadeur de France, tout ça, il rase les murs, parce que quand le NAM décide quelque chose, ça passe. Terminé. Donc c'est ça qui est formidable, cette sorte de personnalité collective, acteur collectif de l'histoire qui a surgi. Après, encore une fois, une très longue décrépitude, silence, etc. Et là, il y a quelque chose de radicalement nouveau. Je viens au dernier point, c'est le dialogue. Je suis totalement contre le dialogue. Bon, on est dans la lutte des classes. Il y a la lutte des classes théoriques que mènent les intellectuels, il y a la lutte des classes pratiques que mènent les travailleurs.
Notre tâche, si vous êtes étudiant, votre tâche, c'est de détruire la théorie de légitimité de l'adversaire, de celui qui opprime les peuples, et vous êtes des producteurs de biens symboliques. Hein? On est des producteurs de biens symboliques, mais qui ont une force historique formidable. Une force historique formidable. Je prends l'exemple de Yassir Arafat. Yassir Arafat a toujours dit un quart d'heure le drapeau palestinien sur le territoire libéré de la Palestine. Et après ce quart d'heure, je suis prêt à toutes les solutions. À la fusion avec Israël, à une fédération avec Israël, à un État, à 2 États, à 3 États. Je dialogue jusqu'à épuisement, mais d'abord la souveraineté, d'abord la reconnaissance, d'abord le drapeau pendant un quart d'heure. Ça, c'était ces mots. Le drapeau pendant un quart d'heure. Et c'est ça. Le dialogue a un sens et doit être promu quand 2 égaux sont là. Quand 2 acteurs de l'histoire, collectifs ou individuels, etc., se regardent dans les yeux à niveau égal. Si l'un est à genoux et l'autre a le pied sur sa nuque, il n'y a pas de dialogue. Il ne faut pas... Et si vous parlez de dialogue à ce moment-là, vous êtes un traître, démoralisateur, etc. etc. Hein? D'abord, il faut briser le pied qui se met sur le nuque de l'opprimé. Vous comprenez? Là, je suis... Enfin, bref. C'est vraiment pas ma folie. Une dernière chose, autrement tout le monde sort du civière qui est dogmatique. Quand on dit où est-ce qu'on va, après, avec le dialogue, après, quand l'oppression est brisée, hein, quand les 2 souverainetés se rencontrent, les 2 regards se rencontrent. Régis Debray disait, les Occidentaux aiment beaucoup croiser le fer avec les opprimés, et rarement le regard. Et rarement le regard. Hein? Pour l'instant, les Occidentaux ont enlevé le casque et en dessous, la tête est restée coloniale. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Une fois que le dialogue, les conditions objectives, politiques, militaires, économiques, du dialogue, comme je l'ai décrit tout à l'heure, sont données, l'horizon est clair. Comment y aller à ce nouveau contrat social planétaire? Encore une fois, c'est le mystère de la liberté libérée dans l'homme, la Révolution française, j'ai donné l'exemple, etc. On a dire à un insurgé du 14, un prolétaire du Faubourg Saint-Martin, insurgé le 14 juillet 1789 sur les bords de la Seine. Alors monsieur, racontez-moi maintenant quel est le texte de la Constitution de la Première République. C'est absurde, on voit bien que c'est absurde. Caminante no hay camino, et le camino c'est hacia l'andare. Il n'y a pas de... Bon. L'horizon. L'horizon, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a 60 ans. L'article 1, tous les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et doivent se rencontrer les uns les autres dans un esprit de fraternité. Et l'article 3, chacun a droit à la vie, la liberté et à la sécurité de sa personne. C'est ce monde que nous voulons.